C'était l'avant-dernier Raw avant WrestleMania et si les shows peuvent être de cette qualité-là jusqu'à Mania, on sera vraiment ravis. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 7 avril 2025. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Adam Pearce, le général manager de Raw, réunit Io Sky, Bianca Belair et Rhea Ripley sur le ring pour mettre au clair la situation dans laquelle se trouvent les trois catcheuses. Il annonce directement un match à 3 à Mania pour le titre à WrestleMania 41. Belair prend le micro pour dire qu'elle devrait être furieuse contre Ripley, mais elle préfère se dire qu'elle n'a pas peur d'elle. Elle assure qu'elle repartira de Mania en tant que championne. Ripley allait lui répondre, mais Belair lui demande de se taire et lui demande de signer le contrat en lui lançant. Ripley le signe et la relance sur Bianca Belair. Io Sky en a marre et préfère quitter le ring sans signer, mais Pearce va la rattraper pour la convaincre de signer avant qu'elle n'attaque les deux catcheuses avant de signer et de quitter le ring. Alors un segment très quelconque, on apprend simplement que le combat est officiel pour WrestleMania. Alors on s'en doutait, ce n'est pas une grosse surprise, mais c'est maintenant officiel et c'est tant mieux. On est quand même à une semaine de WrestleMania. Et oui, WrestleMania c'est la semaine prochaine, donc il fallait bien que ce match soit officialisé, sinon c'est un segment qui ressemble un peu à tous les autres, sauf que cette fois-ci, et heureusement, c'est Io Sky qui prend le dessus. Enfin, on met un peu la championne au-dessus du lot, enfin elle est un peu au-dessus des deux adversaires, il était temps. Mais sinon, oui, c'est un segment qui ressemble un peu à tous les autres et c'est pas un segment qui me donne plus envie que ça d'en voir plus. Si c'est pour faire ce genre de segment chaque semaine, bon, on va s'en passer. On enchaîne avec Lyra Valkyria qui défend son titre de championne intercontinentale face à Bayley. C'est exactement pour ce type de combat-là que je voulais que Lyra Valkyria soit championne intercontinentale. C'est un combat de 12 minutes qui est excellent, c'est l'un des meilleurs matchs télévisés chez WWE en ce début d'année, en tout cas chez les femmes, franchement je ne vois pas meilleur match, il est incroyable ce combat, et en plus de cela on a une vraie histoire entre Bayley et Lyra Valkyria. Lyra elle voulait absolument affronter Bayley parce qu'il y a 2 mois, dans un match de qualification pour le Chamber féminin, elle avait perdu, donc elle voulait prendre sa revanche, et en plus de cela, vendredi, les deux vont faire équipe du côté de SmackDown dans cette espèce de gauntlet match féminin pour déterminer les prochaines challengeuses au titre tag de Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Donc oui, il y a une vraie histoire entre les deux, mais surtout, on a un superbe match de 12 minutes dans une très belle ambiance. Je suis toujours inquiet lorsque Lyra Valkyria combat parce que l'ambiance n'est pas toujours présente. Là, c'est le cas, le public répond présent, va chanter pour Bayley, va chanter pour Lyra et ça donne un superbe match. J'adore la première phase de combat avec le côté technique de Lyra et de Bayley. Au sol, ça fonctionne très bien. On sait que Lyra, dans ce petit jeu au sol, elle est fantastique. Elle le prouve une nouvelle fois. Et puis, ça va s'emballer des énormes coups de genoux de la part de Bayley. J'en ai 2 en tête qui sont vraiment très très violents. Une Lyra qui sort ses énormes prises avec ce Tornado DDT enchaîné avec la Fisherman Suplex. Franchement, c'est trop bien, c'est un superbe match. Et puis Bayley pense pouvoir prendre l'avantage avec ce Boston Crab enchaîné avec son finish qu'elle n'arrive pas à porter, et Lyra arrive à la contrer avec un roll-up et remporte ce combat et conserve son titre. C'est un superbe match. Évidemment, si on peut avoir un autre match entre les deux, je prends, possiblement à Mania, je ne sais pas, mais en tout cas on voit une Bayley très très énervée après le match, mais qui revient dans le ring pour finalement féliciter Lyra Valkyria. Les deux se retrouveront donc vendredi du côté de SmackDown. Alors est-ce que les deux peuvent faire une bonne équipe? Ça je ne sais pas, mais sur le papier c'est quand même très intéressant. La LWO fait face à American Made, ou presque. Cette fois-ci ce n'est pas Chad Gable dans American Made, mais c'est bien El Grande Americano. C'est un match qui va durer 10 minutes et c'était incroyable, tout simplement. Le rythme de ce combat et quelle performance de la part de Rakim Wild et de Cruz del Toro qui sont phénoménaux dans ce combat. Ça va voltiger dans tous les sens à une vitesse complètement dingue. Je ne pourrais même pas vous noter les plus grosses prises de ce combat tellement il y en a. Les prises de risque qu'ils ont dans ce match, c'est complètement fou. De l'autre côté, les Creed Brothers ne sont pas en reste et vont faire des folies eux aussi. Et dès le début du match, on a un enchaînement à 3 du côté de la LWO avec Dragon Lee, et puis c'est directement contré par la suite avec 3 superplex de la part de American Made, et là tu sais qu'on est parti sur un énorme rythme, un rythme qui ne va jamais redescendre. Je dirais que El Grande Americano est un peu en retrait dans ce combat jusqu'à la fin du match où c'est lui qui va donner la victoire à son équipe, mais sinon c'est tous les autres participants du match qui font de ce match un incroyable combat par équipe. J'ai directement en tête ce moment où Joaquim Wild va sauter sur 2 adversaires pour rebondir à l'extérieur du ring et faire un bond
énormissime. Et puis ensuite, Cruz del Toro va lui aussi sauter à l'extérieur du ring et faire une espèce de toupie que je n'arrive même pas à comprendre. Bref, c'est complètement fou. Et puis finalement, Grande Americano va un peu tricher, va mettre du métal dans son masque, va mettre un énorme coup de boule à Rey Mysterio qui encourageait son équipe, va mettre un énorme coup de boule aussi à Dragon Lee, puis une descente de la tête pour remporter ce combat. Bref, c'était génial et ce qu'il se passe avec El Grande Americano autour de la LWO, c'est vraiment génial parce qu'on voit tous ces luchadors qui sont énervés de voir justement quelqu'un prendre ce rôle de luchador alors qu'il n'en est pas un. Alors pour eux, c'est un gros manque de respect et on les sent très motivés, très énervés et j'ai hâte d'en voir plus. Gunther fait son entrée mais il ne va pas pouvoir dire grand chose car Jey Uso va faire son entrée via le public. Jey explique à Gunther qu'il a dû dire à sa mère que son frère était à l'hôpital, qu'il a 15 agrafes à la tête. Elle lui a demandé pourquoi il ne l'avait pas protégé et il a dû lui répondre qu'il avait simplement peur de Gunther. Il ne comprend pas pourquoi celui-ci a eu besoin d'impliquer la famille dans cette histoire et se rappelle à quel point il s'est senti inutile, sans espoir et furieux en voyant ce que Gunther faisait à son frère. Mais ce moment a réveillé quelque chose en Jey Uso qui dit qu'il n'a maintenant plus peur de Gunther. Avant Mania, il va aller prier pour qu'on le pardonne pour l'homme qu'il va être à WrestleMania, où il aura Gunther pour lui tout seul, pour Jimmy et pour toute sa famille. Et il prendra le titre de champion du monde poids lourd. Alors vous savez à quel point j'ai pu être critique sur les derniers mois concernant Jey Uso, et bien là je me tais sur les 2 dernières semaines, ce qu'ils font autour de Jey Uso, de Gunther et de Jimmy, c'est parfait. C'est presque dommage de se réveiller aussi tard, mais vaut mieux tard que jamais. La promo de Jey Uso m'a mis les frissons, tout simplement, elle est génialissime, je n'ai rien à dire de plus, elle est incroyable. Si vous ne voulez pas croire en Jey Uso, ça c'est votre choix, et c'est aussi mon choix par moment évidemment, mais quand il fait ce genre de promo là, quand il est aussi passionné, quand il est aussi ému et quand il est aussi bon, tout simplement, oui, évidemment, je suis derrière lui, évidemment, j'ai envie d'y croire. Alors peut-être que dès que le match commencera à WrestleMania, eh bien je me rappellerai que je ne suis pas un fan du catcheur Jey Uso, évidemment, mais lorsqu'il est comme ça, lorsqu'il réagit de cette manière-là, lorsqu'il est aussi bon en promo, oui, je redeviens un énorme fan de Jey Uso. Et je pense que c'est un peu le cas pour beaucoup de monde. Cette promo-là, vraiment, m'a foutu les poils. Cette promo-là, à une semaine de WrestleMania, elle est hyper importante pour lui et pour les fans de Jey Uso et pour ceux qui ne le sont plus, ou en tout cas pour ceux qui se sont écartés du chemin Jey Uso. Elle est hyper importante et peut-être qu'elle va rallier beaucoup de monde à sa cause. Les War Raiders défendent leur titre de champion par équipe face au New Day dans un combat de 7 minutes. Alors les 7 minutes de combat qu'on a sont plutôt bonnes, même si je suis toujours pas convaincu par le in-ring du New Day en tant que heel. Je trouve qu'ils en font vraiment le minimum, mais du coup ça m'intéresse pas énormément. Je suis plutôt passionné par ce que font les War Raiders. Encore une fois, leur travail en tant qu'équipe est vraiment parfait et millimétré, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais oui, du côté du New Day, je suis pas vraiment convaincu. Il ne se passe pas grand-chose, à part le fait que Xavier Woods va essayer de ramener une chaise dans le ring à plusieurs reprises et à un moment donné il va y arriver et au bout de 7 minutes eh bien il va tellement y arriver que sur le ring sans le vouloir Ivar va mettre un coup de chaise à Xavier Woods, ce qui va lui coûter le match, disqualification, victoire du New Day. Mais comme vous le savez, quand il y a disqualification, les champions restent champions et après le match le New Day va s'en prendre violemment aux War Raiders avec un Michael Cole au commentaire qui nous met bien en avant que les War Raiders ont des problèmes de nuque et justement le New Day vont s'en prendre violemment à leur nuque à plusieurs reprises avec des chaises. Ils vont essayer même d'aller plus loin et finalement la sécurité va intervenir. Alors de base je me demandais si le New Day face aux War Raiders n'allait pas avoir lieu du côté de WrestleMania. Et bien avec cette fin de match je me dis que oui, ce match aura bien lieu du côté de WrestleMania, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Alors je ne sais pas si une équipe sera rajoutée au dernier moment, mais j'en ai pas l'impression. Est-ce qu'on aura même un match avec une stipulation du côté de Mania avec ce que le New Day vient de faire aux War Raiders? Affaire à suivre. Dominic Mysterio fait face à Penta. Je rappelle que Dominic Mysterio et Penta se retrouveront dans un match à 4 pour le titre intercontinental de Bron Breakker, avec donc Bron Breakker et Finn Balor du côté de WrestleMania. Un match qui va durer 7-8 minutes. Je l'ai trouvé sympa mais sans plus. Il est vrai que sur le papier j'étais content de retrouver un Dominic Mysterio en solo. On l'a très peu vu combattre dans des matchs en solo ces derniers temps et je trouve ça bien dommage. Mais le match je l'ai trouvé sympa mais sans plus. Il ne va pas très loin. On a un Dominic Mysterio qui va voler le Mexicain
Mexican Destroyer de Penta et c'est à peu près tout à retenir dans ce combat. Un Penta qui va même remporter ce match clean facilement. Une grosse défaite pour Dominic Mysterio à une semaine de Mania et de ce gros combat pour le titre intercontinental. Après le match, le Judgment Day va s'en prendre évidemment à Penta et c'est Bron Breakker qui va venir faire le ménage. Énorme spear sur Carlito, énorme spear sur Penta et sur Dominic Mysterio. Finn Balor lui était tranquillement au chaud et Finn Balor va s'en prendre à Bron Breakker et finalement Finn Balor va poser avec le titre et Bron Breakker va se relever et Balor va se casser du ring. On nous met encore une fois en avant un Finn Balor qui se préoccupe pas trop de Dominic Mysterio. Lui, ce qui l'importe, c'est son cas personnel, ce n'est pas forcément ce qui se passe dans le Judgment Day et ça on l'a très bien compris, ça va vraiment lui causer des torts du côté de WrestleMania, ça je n'en doute pas. En tout cas ce match à 4 du côté de Mania est un match que j'attends plutôt avec du Penta, avec du Balor, avec du Bron Breakker, avec du Dominic Mysterio, il y a vraiment moyen de faire de belles choses. Et dans le main event, Paul Heyman est sur le ring et nous dit qu'il sera toujours loyal envers son Tribal Chief Roman Reigns et toujours loyal envers son ami CM Punk. Il ne pourra pas les trahir. Seth Rollins va leur faire son entrée. Rollins ne croit pas au fait que Heyman sera resté loyal à Reigns et Punk. Il lui dit que l'an dernier, Roman Reigns l'a abandonné entre les mains de Solo Sikoa, tandis que CM Punk l'a abandonné lui aussi en 2014 lorsqu'il a quitté la WWE. Rollins lui rappelle aussi que CM Punk n'était pas son premier choix pour le War Games, mais c'était bien lui, Seth Rollins. Punk a accepté parce qu'il savait qu'il pouvait obtenir une faveur de la part de Paul Heyman, selon Seth Rollins. Rollins dit qu'il serait plus simple pour Heyman de se retirer de l'équation et de le laisser, lui, Reigns et Punk, se battre tous les trois. Il propose même de retirer lui-même Paul Heyman de l'équation. Rollins va alors bousculer Heyman et va le menacer quand CM Punk va finalement faire son arrivée. On va donc avoir une énorme brawl entre CM Punk et Seth Rollins. Seth Rollins va réussir à porter son Kurt Stomp sur CM Punk et va partir pour porter son Kurt Stomp sur Paul Heyman, mais va s'arrêter au dernier moment et va dire à Paul Heyman « Maintenant, tu me dois une faveur ». Et encore une fois, c'est quelque chose que je dis depuis des semaines et des semaines, le plus pertinent, le plus intéressant des trois dans cette feud entre Roman Reigns, CM Punk et Seth Rollins, c'est bien Seth Rollins. Il est incroyable encore dans ce segment et clairement on y voit un côté heel du côté de Seth Rollins quand il est à deux doigts de s'en prendre à Paul Heyman pour le retirer de l'équation, quand il est à deux doigts de s'en prendre physiquement à lui. Oui, on voit un Seth Rollins qui bascule petit à petit du côté obscur. Alors est-ce que ce sera le cas ? Je ne sais pas, mais j'aime ce Seth Rollins. Un Seth Rollins qui maintenant en plus possiblement une faveur de la part de Paul Heyman vu qu'il s'en est pas pris à lui. Donc ça devient encore plus intéressant. Alors on peut se demander en termes de cohérence pourquoi CM Punk met 1000 ans à venir sur le ring. Il est vrai, mais on s'en fiche un peu honnêtement. On a eu une excellente promo de la part de Seth Rollins qui nous a très bien mis en place la situation entre Punk, Roman Reigns et Paul Heyman. Et pourquoi Paul Heyman est perdu et pourquoi Paul Heyman ne devrait pas choisir entre les deux. Non, c'était excellent et Seth Rollins, pour moi, je le redis, doit gagner ce combat à Mania. Bilan de ce Raw, et bien de mon côté, on sera sur un 9 sur 10. J'ai adoré ce Raw de A à Z, enfin de B à Z je dirais, parce que je n'ai pas forcément apprécié le premier segment entre Belair, Io Sky et Rhea Ripley. Sinon le reste, j'ai trouvé ça vraiment excellent. En termes de promo, on a été gâté avec du Jey Uso, avec du Seth Rollins en main event, c'était du très bon. Et en termes de combat, le Lyra Bailey, le combat 3 contre 3, vraiment que du bonheur. En plus de cela, Rey Mysterio face à El Grande Americano a été annoncé pour WrestleMania. Je suis vraiment très heureux de voir que Rey Mysterio aura un match à Mania cette année. On sait qu'il ne lui reste pas énormément de Mania avec les années qui avancent. Le voir dans une carte de Mania dans un match en solo, ça me rend vraiment heureux. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut